sommaire de ce journal, l'ex-ministre du Commerce et de l'Artisanat Harouna Kaboré, au centre d'une manifestation de commerçants ce jeudi. Ces derniers ne souhaiteraient pas qu'il soit reconduit à la tête du département du commerce dans le prochain gouvernement. Curieux rassemblement à quelques jours seulement de la formation du nouveau gouvernement. Vous les entendrez. Elles sont visibles et bien visibles même, ces zones d'habitation spontanée, encore appelées zones non loties, au sein des quartiers urbains en plein Ouagadougou. Le constat est fait dans plusieurs quartiers de la capitale. Nous vous emmenons ce soir sur les traces de ce phénomène. Et puis, sport, football, Coupe CAF, Salitas FC qualifié pour les playoffs. Le club burkinabé a battu son adversaire soudanais hier au stade du 4 août sur le score de 2-0. Le résumé du match dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. 48 heures après la nomination d'un Premier ministre et 10 jours après l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré, on attend toujours la formation d'un gouvernement. Pendant ce temps, l'un des sujets qui alimente les conversations, c'est bien le choix des futurs ministres, notamment les critères à prendre en compte, l'âge, l'expérience, la compétence. Nous avons tendu nos micros, simples citoyens ou encore acteurs politiques se prononcent sur la question. Écoutez-les. Il y a la potentialité au Burkina Faso. Il y a des hommes pour. Alors, nous voulons que ceux-là qui auront la chance, d'être désignés pour figurer dans le nouveau gouvernement puissent être des gens capables de travailler à mettre en valeur le projet du président du Faso et la vision du président du Faso. Et nous avons vu que le gouvernement passé, il y a eu tellement de jeunes dans le gouvernement. C'est aussi un point sur lequel il faut appuyer, voilà, mettre les jeunes aussi en valeur. Je pense qu'il faudrait aussi bien allier les compétences, il faut aussi allier l'expérience. C'est vrai qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, mais au vu des défis auxquels le Burkina Faso est confronté ou pourrait être confronté, c'est-à-dire la situation sécuritaire, la pandémie de la Covid-19, la relance économique, les questions liées à la réconciliation nationale, tout ça, bien sûr, son Excellence le Président du Faso avec le chef du gouvernement, dans la formation du futur gouvernement, gagnerait à voir quelles sont les personnes clés qui pourraient, un gouvernement de combat qui pourrait bien sûr répondre aux différentes attentes des populations. Vraiment, quant à moi, concernant le nouveau gouvernement que nous attendons, nous souhaitons vraiment un gouvernement d'union, une cohésion sociale. Ça veut dire que toute personne qui a une expérience, qui a l'amour de travailler pour avancer le Burkina Faso, on souhaite que vraiment ces gens-là, on les nomme dans le gouvernement. Parce que toute personne qui a un savoir, qui a l'expérience, qui a des idées pour faire développer le Burkina Faso, en tout cas, si on le nomme, en tout cas, ça va nous faire plaisir. Et au moment où on parle de plus en plus de formation de gouvernement et de reconduction, il y a peut-être un ministre qui pourrait avoir des soucis à se faire à cause de cette manifestation, celle de quelques commerçants certes, mais ils demandent la non-reconduction de Harouna Kaboré à la tête du département du commerce. Curieuse demande à quelques jours seulement de la formation du gouvernement. Ils se sont fait entendre devant le ministère du Commerce ce jeudi. Compte rendu, Benjamin Kwame. Harouna tue l'économie burkinabé. Non au ministre du Commerce, trop c'est trop pour Harouna. Des messages qu'on peut lire sur les pancartes que brandissaient des commerçants au grand marché de Ouagadougou lors d'un sitting. Un sitting pour interpeller le président du Faso à ne plus reconduire le ministre en charge du Commerce dans son deuxième mandat. Nous voulons vraiment un ministre du Commerce qui pourra vraiment en tout cas écouter les commerçants et ne pas être un ministre affairiste. Vous voyez que l'économie informelle a baissé. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de concentration adéquate. Donc nous ne voulons pas de ce genre de ministre-là. Nous voulons que le président du Faso, pour la bonne marche du pays, essaie de voir pour nous trouver une personne adéquate, très bien compréhensive pour pouvoir gérer en tout cas nos doléances.
Aruna Kaboré n'est pas notre ennemi, mais nous voulons qu'il le place dans un autre poste, mais pas au niveau du ministère du Commerce. La coordination des syndicats et des associations des commerçants reproche clairement à Aruna Kaboré la déstabilisation de certaines filières cruciales de l'économie burkinabé, comme les céréales, la nacade, le sésame, et ce n'est pas tout. À cela s'ajoutent les cas de raquettes et la non-application du décret portant réglementation du commerce entre les grossistes, demi-grossistes et détaillants. On a demandé qu'on essaie de diversifier le commerce parce qu'il doit y avoir des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants. Jusqu'à là, on n'a rien senti dans ce milieu. Et nous avons demandé à ce que, pour rencontrer le gars, pour pouvoir lui mettre au parfum de la chose. Bon, il a voulu passer par des intimidations pour dire que non, nous devons l'écouter. Obligatoirement, nous devons en tout cas obéir à lui, ses droits. Nous ne sommes pas d'accord. Question de curiosité. La manifestation de ce jour n'est-elle pas à des fins politiques? Les manifestants répondent. Pas du tout. Moi, je prends un exemple sur moi, ma personne. J'ai dit au CBC, Aruna Kaboré même a amené des gens même enquêter sur moi. Parce que j'ai dit que j'allais demander en tout cas une pétition pour qu'on l'enlève de son ministère. Il est au courant, je parle sous son contrôle, c'est des caméras qui m'entourent. C'est pas une peur. Aruna sait qui je suis. Il m'a appelé dans son ministère, je suis allé, on a échangé. Donc, il n'est pas à la hauteur de gérer le ministère du Commerce. Mais ce sitting ne semble pas porter l'assentiment de tous les commerçants. Et certains ne manquent pas de les fustiger. Ceux qui sont en train de manifester ne sont même pas des commerçants au grand marché ici. Ils ne sont rien ici. Si vous voulez, demandez-leur de montrer chacun son hangar et son registre de commerce. Vous verrez. Les grands commerçants qui sont dedans là-haut, est-ce qu'ils sont manifestés? Hein? C'est ceux qui n'ont rien là-haut. C'est eux qui manifestent. S'ils ont créé les embouteillages dans le pays là-haut, c'est profiter voler. Aruna là, s'il veut là, il n'a qu'à rester. Si Dieu dit que Aruna va le quitter là-bas, il va quitter. C'est pas eux qui peuvent le faire changer. Moi, je veux que mon pays là n'a qu'à être en l'aise. La coordination des syndicats et des associations des commerçants, tout de même, préviennent, si Aruna Kaboré est reconduit, des actions plus fortes seront engagées pour le relever, car ils sont plus que jamais mobilisés. Venons-en maintenant à ce phénomène tout de même curieux. Vous l'avez sans doute déjà constaté en plein centre du quartier urbain. Respectant les normes en la matière, il est fréquent de voir des zones d'habitation spontanée, encore appelées communément zones non loties. Que ce soit à Kouritenga, à Sondogo ou encore à Pissi, comment en est-on arrivé à cette situation? Rémi Lambert-Nébier et Roméo Koïta se sont rendus sur place. Reportage. Kouritenga, un quartier loti situé en pleine ville de Ouagadougou. Mais l'architecture de ce quartier retient l'attention. En plein milieu des habitats se trouve ce qu'on pourrait qualifier d'une île. Des habitats spontanés ont poussé, créant une zone non lotie en pleine zone lotie. Et ces quartiers d'un autre genre sont légion dans la capitale burkinabé, Sondogo, Pinsi. Des espaces vides, des zones loties destinées à d'autres usages sont pris d'assaut par des populations à la quête d'un gîte. Si ces constructions créent de sérieux problèmes d'urbanisation, le fait le plus illustratif est que dans ces quartiers cohabitent deux mondes. Vraiment, ça fait pitié. Manger, tout, même l'eau là. Il y a un puits qui est devant notre porte. C'est là, ils viennent puiser l'eau là. Pourtant, c'est pas propre. Pour boire, ça fait pitié si tu vois tout ça là. Si l'État vraiment pouvait faire quelque chose pour eux et pour nous aussi. Parce que pendant la saison pluvieuse, c'est grave. C'est grave pour nous, c'est grave pour eux. Si la situation précaire de ces quartiers suscite la compassion de leurs voisins de la zone lotie, cette cohabitation fait également naître un sentiment de crainte. C'est bizarre parce qu'on peut traiter des fausses affaires dans le coin là. En regardant, on regarde même chez comment. Voilà, donc c'est ça que moi je peux vous dire quoi. Même si on met de l'eau, ni de courant, ça ne sert pas. Puis c'est pas bien aménagé pour eux. C'est un coin qui n'est pas sécurisé. Ouais, c'est mal construit. Pendant la saison pluvieuse aussi, ils ne sont pas à l'aise. Donc, ce que l'État peut faire pour eux, ils n'ont qu'à changer. Changer un peu, aller mettre à un niveau que chacun se sent à l'aise. Refusant de s'exprimer devant notre caméra, les occupants de ces zones à construction spontanée pensent, tout comme ceux de la zone lotie,
qu'ils ont droit à un regard. Ces constructions peuvent être considérées comme anarchiques, mais comment elles ont pu proliférer en l'insu des municipalités? Quitte du sort de ces quartiers hybrides dans la politique de restructuration prévue par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. À présent, hors de nos frontières, actualité internationale, les images vont faire le tour du monde. Aux États-Unis d'Amérique, le Capitole a été envahi hier par les partisans de Donald Trump. Pendant quelques heures, la plus grande démocratie du monde a vacillé. Les choses sont rentrées en ordre plus tard en donnant au moins 4 morts. Quelles sont et quelles seront les conséquences de cette action surréaliste et pour Donald Trump et pour la démocratie américaine? Il y a 4 ans, lors de son investiture, Donald Trump évoquait le carnage américain, expression choc pour dénoncer l'héritage démocrate qui résonne aujourd'hui sur la fin de son mandat. L'invasion du Capitole a fortement ébranlé le pays qui se présente comme la première démocratie du monde. Si on ignore les conséquences à long terme, dans l'immédiat, le président sortant a perdu beaucoup de ses alliés, tels que ce sénateur républicain. Trump et moi avons fait un sacré bout de chemin ensemble, dit-il. Je déteste que ce soit ainsi. Oh mon Dieu, je déteste cela. De mon point de vue, il a été un président conséquent. Mais aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est ne comptez plus sur moi. Assez, c'est assez. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais parmi la base de l'électorat trumpiste, le soutien reste fort, selon un sondage réalisé au lendemain des incidents. Un sondage YouGov publié ce matin a montré que plus de 45% des républicains approuvent fortement ou quelque peu la prise d'assaut du Capitole. C'est la frange de la droite américaine qui soutient sans relâche Trump, qui est convaincue de ses fausses affirmations sur le trucage des élections et qui est extrêmement mobilisée. Ce sont eux que beaucoup de politiciens républicains ont malheureusement si peur de s'aliéner. Et c'est un segment de la population qui pourrait continuer à soutenir les ambitions politiques de Donald Trump, y compris après son départ de la Maison-Blanche. Donald Trump a survécu au Covid, à la destitution. Reste à voir si le soutien de ses fidèles partisans suffira à le sauver de cette ultime crise. Donald Trump laisse en tout cas derrière lui une société américaine plus divisée. Au Sénégal, face au rebond des contaminations de la Covid-19, le président Macky Sall a décrété l'état d'urgence et un couvre-feu dans 2 régions du pays. Mais attention, les habitants de la capitale Dakar, qui fait partie des villes touchées par la décision, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont protesté contre ces mesures, mais d'une manière très bruyante. Toute la nuit, ils ont dénoncé le couvre-feu. Mardi, le président sénégalais Macky Sall a décrété l'état d'urgence et imposé un couvre-feu dans 2 régions, dont la capitale Dakar, pour freiner la hausse des contaminations de Covid-19. Mais l'interdiction de déplacement entre 21h et 5h du matin ne passe pas pour les Dakarois. C'est à ce moment que je dois aller au travail. Je suis père et on m'empêche de travailler. La décision de Macky Sall d'introduire ce couvre-feu ne fait pas de sens. Il aurait au moins dû passer par l'Assemblée nationale. Mais nous demander d'aller au lit à 9h du soir, ce n'est pas normal. Il se prend pour le roi. Selon le gouvernement sénégalais, Dakar et Thiès, les 2 régions où le couvre-feu a été mis en place, regroupent près de 90% des cas de Covid-19 dans le pays. Mais la mesure est très critiquée. Beaucoup affirment que ces rassemblements continuent en journée. Autour des feux et des barricades, l'inquiétude se fait sentir. On est nombreux à travailler la nuit. On cherche à gagner notre vie au jour le jour. Et là, on nous empêche de travailler. Les livraisons fonctionnent mieux la nuit à Dakar. Pendant la journée, ce n'est pas facile. Après avoir connu un recul des contaminations, le Sénégal doit aujourd'hui faire face à une 2e vague de Covid-19. Tout autre chose et retour au Burkina Faso avec ce geste de l'AFP-PME, une initiative en signe de promotion de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'un prêt octroyé aux vainqueurs du concours Petite Pépite d'entreprise, une émission diffusée sur BF1, vous l'avez suivi, et qui aura tenu toutes ses promesses. Justin Amonto.
C'est avec fierté que Sanfo Abdourahman, vainqueur de Pépite d'entreprise édition 2020, reçoit ce chèque d'un prêt d'honneur de 3 millions de francs CFA. Il est désormais le premier bénéficiaire du prêt d'honneur de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises AFP-PME. Nommé ambassadeur du prêt d'honneur, ce n'est pas permis à n'importe quel jeune entrepreneur de l'avoir. Et je suis très fier de cette distinction. Et sur le prix, c'est du partenariat gagnant-gagnant. Selon le directeur général de l'AFP-PME, ce prêt d'honneur a pour but d'accompagner les jeunes entrepreneurs engagés pour le développement du Burkina Faso. C'est un tout nouveau produit que nous avons lancé pour permettre de distinguer des entrepreneurs qui se seraient distingués, donc des vainqueurs d'une compétition comme c'est le cas avec Pépite d'entreprise. Et c'est un prêt qui permet véritablement de promouvoir des entrepreneurs de talent. Si aujourd'hui nous investissons dans la jeunesse et dans l'entrepreneuriat, c'est le pays tout entier qui se verra développer. En ce sens que créer de la valeur, c'est le gage d'un développement économique et social de toute nation. Ce prêt d'honneur est donc remboursable sur 3 ans. L'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, AFP-PME, promet accompagner la 2e édition de Pépite d'entreprise. Et nous terminons ce journal avec un peu de sport. Football. Hier, au stade du 4 août, Salitas FC a obtenu son ticket pour les playoffs de la Coupe CAF en battant son adversaire soudanais sur le score de 2-0. Il faut dire que les Burkinabés l'avaient emporté au match aller sur le score de 1-0. Le résumé du match retour, Sandrine Zougouri. Elles l'ont finalement réalisé. Les colombes de la formation Salimata et Tasseri ont décroché le ticket pour les play-offs de la Coupe CAF. Face à cette équipe soudanaise, El Amal Atbara, Salitas commence très fort dès l'entame du jeu. Ayant les armes nécessaires, surtout avec un Aboubakar Sidiki Traoré, Khalifa Nikiema, Olivier Boissy et Herman Nikiema, tout était orchestré pour que les colombes poursuivent leur aventure. Après 15 minutes de jeu, les hommes de l'Aïe Koulibaly se signalent. Sur une passe de Aboubakar Sidiki Traoré, Ayouba Michel de sa patte gauche met KO le portier soudanais. 1-0, Salitas n'a pas encore dit son dernier mot. À 1 minute de la fin de la première partie, Salitas retrouve le chemin des filets. Sur ce centre de Daniel Ouedraogo, Khalifa Ninkiema d'un coup de tête permet à son équipe d'être en sécurité. De retour des vestiaires, El Amal Atbara se réorganise. Des multiples assauts, mais difficile de franchir cette défense des colombes bien en forme. Ce réveil va encore rendre plus dangereuses les colombes de Salitas. Alors, ils appuient fort avec des occasions très dangereuses. Des tentatives qui refroidissent rapidement l'équipe adverse. Le match va se poursuivre, mais Salitas va devoir se contenter de ces 2 bijoux du soir. Une performance passable pour cette équipe selon le coach. Chaque équipe a un temps fort. Je crois vers la fin, nous avons adopté une stratégie de laisser jouer. On sait que à tous les plans, nous avons placé quelque chose. Vous avez à chaque fois trébuché devant la défense et puis repartir. Parce que c'est une équipe qu'on a déjà vu jouer à l'extérieur, donc on a pris toutes les dispositions nécessaires pour engager la victoire. Mais vous êtes satisfait de la prestation d'ensemble de votre équipe? Bon, passable, parce que tout n'a pas été rose pour nous. Mais l'essentiel, c'était d'avoir les 3 points et nous avons pu se qualifier. C'est ça qui est important pour nous. On va tirer les leçons pour les prochaines. Avant de rejoindre leurs camarades au Cameroun pour le CHAN, Samigné et ses coéquipiers voulaient coûte que coûte prouver à domicile. C'était pas facile, mais on était préparé coûte que coûte, que ça serait un match difficile. Oui, c'est vraiment un point pour nous, car on s'est vu, on s'est parlé, on voulait donner coûte que coûte la victoire à l'équipe avant de parler, avant de rejoindre le groupe au Cameroun. C'est notre objectif. Pendant que la course continue pour le Burkina Faso, les Soudanais regagneront le Soudan Brédoui. Fin de course pour eux dans cette compétition.
Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à la même heure, ici même, 19h30. Bonsoir.